et on débute. C'est parti, tu peux y aller. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'ouverture des données de la recherche grâce au principe FAIR. Donc c'est un webinaire qu'on va co-animer avec Camille Tedesco et moi-même François Gibier. On est tous les deux membres de la mission Appui à la recherche du SCD de l'Université de Montpellier. Et donc c'est un webinaire qui s'inscrit dans un cycle plus large qui va permettre d'aborder tout un tas de questions liées à la science ouverte. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre le contexte et les enjeux liés à l'ouverture des données et notamment de savoir appliquer les principes FAIR dont on entend beaucoup parler quand on parle de gestion des données. Et donc, aujourd'hui, on va expliciter un peu le tout. On a prévu un plan avec une introduction sur un rappel, une introduction sur la science ouverte, mais qui va être extrêmement brève puisque ça a été l'objet du premier webinaire qu'on a proposé la semaine précédente. Donc, on va faire une version courte. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, n'hésitez pas à aller prendre un petit café. Vous avez 4-5 minutes devant vous. Et pour les autres, si vous souhaitez plus d'informations, on vous renvoie vers le webinaire en entier qui est à disposition. Donc, je vais vous mettre dans la discussion tout de suite le lien sur lequel vous pourrez retrouver l'enregistrement en vidéo ainsi que le support de présentation du webinaire passé, de celui-ci dès qu'on aura fini de l'enregistrer et qu'on l'aura mis en ligne, et de tous les autres. Voilà. Donc ensuite, une partie sur l'open data, sur les données de la recherche et enfin les principes FAIR. Et donc avec Camille, on se passera la parole à chaque partie. Donc, pour débuter, la science ouverte, un rappel de définition rapide. Donc, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données en s'appuyant sur l'opportunité numérique. Et c'est également la pratique de la science qui rend possible la collaboration, dans laquelle les données de la recherche sont librement disponibles et dans laquelle les conditions permettent la réutilisation et la reproduction de la recherche. Et donc, l'idée essentielle à retenir, c'est que la science ouverte, c'est rendre la science transparente et reproductible. En ce qui concerne la chronologie, donc là, c'est une frise qui part des débuts des années 90 avec le mouvement de l'open access qui était dédié plutôt aux publications scientifiques. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi aux données et c'est devenu la science ouverte qui a été formalisée en tant que telle lors de l'appel d'Amsterdam en 2016. Et donc, il y a sur cette frise tout un tas de points qui concernent à la fois les publis et les données, qui seront abordés au fil des différents webinaires qu'on va vous proposer dans des formats parfois plutôt théoriques ou parfois plutôt pratiques sur des outils qu'on vous fera découvrir. Voilà. Donc, la science ouverte, c'est un mouvement, c'est un tout qui se compose d'un certain nombre de briques, on va dire. Donc, vous avez, si tu veux bien passer à la diapo suivante, s'il te plaît, merci. Vous avez la partie Open Access, donc les publications dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dans d'autres webinaires, l'Open Data sur laquelle on va se focaliser, l'Open Peer Review et d'autres branches comme ça donc, qui composent ce tout, donc un mouvement international qui est lié à la recherche, qui elle-même est internationale, et qui a donc ces différentes facettes. En ce qui concerne les enjeux, et ça c'est un point véritablement important parce que la science ouverte, ça va induire des modifications dans les pratiques, dans les manières de faire de la recherche, donc des modifications dans les pratiques quotidiennes du chercheur. Et donc, c'est vécu assez souvent comme une contrainte, comme potentiellement une perte de temps, etc. Donc, pour contrebalancer un peu ça, il faut aussi mettre en perspective, voir les enjeux qui sont derrière, qui sont importants, et les bénéfices aussi que le chercheur va pouvoir en tirer, dont on pourra parler un peu plus tard. Donc, en termes d'enjeux, on a des enjeux académiques en premier lieu. L'idée, c'est de favoriser l'accès à l'information scientifique et technique et les échanges de connaissances entre les scientifiques. Et donc, ça, c'est le plus important véritablement. Lié à ça, derrière, on a aussi des enjeux politiques qui sont très forts. On a une articulation entre science et société qui est une composante essentielle de la science ouverte aussi. Et l'objectif, c'est de rendre confiance dans la science par la société. Donc ça, c'est un enjeu qui est primordial également, qui est lié. Et le troisième enjeu, ce sont des enjeux économiques. On parle de recherche financée par l'argent public. Donc l'idée, c'est de rendre ces dépenses plus efficientes, de générer éventuellement un retour sur investissement, de générer de la croissance
et d'induire une réduction des coûts. Et ça passe essentiellement par le principe de reproductibilité dont je viens de vous parler, qui est essentiel pour que derrière, voilà, on puisse refaire les expériences, les vérifier et également s'appuyer dessus pour aller un petit peu plus loin. Voilà, en ce qui concerne les enjeux. Et donc, je passe la parole à Camille pour la deuxième partie. Ok, je te remercie François. Donc, on va se concentrer quelques minutes sur l'open data. Donc, vous avez vu un petit peu tous les enjeux autour de l'open access. Il faut savoir que l'open data, c'est comme l'open access, mais pour les données de la recherche. Au niveau de la définition, l'open data, c'est toujours pareil, une démarche de communication des documents ou des données publiques afin qu'ils soient diffusés de manière structurée, dans une optique vraiment de libre accès et pour qu'ils deviennent réutilisables pour tous, sans aucune restriction technique, juridique ou financière. Donc, il faut aussi voir un petit peu l'open data comme une transformation radicale de la manière d'envisager la recherche, qui va soulever de nombreux enjeux, notamment éthiques, déontologiques, scientifiques, et qui va également nécessiter des infrastructures de dépôt de données spécifiques et bien plus lourdes que celles qui sont déjà mises en place pour l'open access. Il est aussi important de souligner un petit peu qu'actuellement, il y a une période de transition et de tâtonnement autour de l'open data. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à construire. Donc, pour l'instant, on va essayer de vous faire un état des lieux de l'open data et ce qui est fait actuellement. Mais par la suite, il faut vraiment garder en tête que c'est une pratique qui va s'enrichir et se diversifier. Donc, au niveau juridique, il faut savoir que l'open data est régi à la fois par une directive européenne et par une loi française qui définissent toutes les deux un droit d'accès individuel aux documents administratifs et un droit de réutilisation sous réserve d'exception. Donc, de manière un petit peu claire, les documents administratifs, au niveau de la définition qui a été retenue, ce sont tous les documents publics, tous les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Il faut aussi savoir que ces documents administratifs, ça va englober à la fois les données brutes, les données élaborées, c'est-à-dire les données travaillées, et également les métadonnées qui concernent ces deux données, enfin ces deux données différentes. Donc concrètement, est-ce que les données de la recherche sont inclus dans ce principe de document administratif? Eh bien oui. Les droits et les principes définis en matière d'open data s'appliquent pleinement aux données de la recherche. Donc, attention toutefois, il y a des petits mais à cette définition. Par exemple, il faut deux conditions préliminaires pour pouvoir diffuser les données. Tout d'abord, ça doit être des données achevées, c'est-à-dire que les documents préparatoires et les cahiers de laboratoire sont exclus de cette définition. Il faut également que les données soient réalisées dans le cadre de la mission de service public de l'établissement, ce qui est notamment important pour les EPIC. Mais il y a également d'autres conditions qui doivent être réunies et qui vont concerner la nature des données, puisqu'on ne va pas pouvoir diffuser toutes les données, cela va dépendre de leur nature. Alors concrètement, est-ce que les données que vous exploitez vont être concernées par l'open data? Donc il va y avoir trois régimes différents. Soit elles vont être communiquées obligatoirement, c'est notamment le cas des données géographiques. Soit elles vont être strictement interdites pour la communication, notamment quand ça va représenter un risque pour la sécurité de l'État, la sécurité de l'établissement ou la défense nationale. Et elles peuvent être également soumises à certaines conditions. Donc vous voyez, par exemple, ça peut être des données statistiques ou des données qui sont protégées par le droit d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle. Donc avant de pouvoir diffuser des données, il faut vraiment se poser la question de leur nature. C'est un prérequis obligatoire. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Il faut que les données relèvent, il faut vérifier que les données ne relèvent pas du secret de la défense nationale, qu'elles ne présentent pas de risque pour la sécurité publique ou celle de l'établissement, et qu'elles ne relèvent pas non plus du secret professionnel ou qu'elles ne soient pas couvertes par la confidentialité. Donc, je vous ai mis en lien juste ici un arbre qui va vous aider à la décision pour savoir si vous pouvez ou non diffuser les données que vous produisez ou que vous réutilisez. Parce que là, c'est bien d'avoir des définitions, mais au niveau pratique, c'est aussi pas mal d'avoir ce genre de petits outils pour vous aider avec vos pratiques et vos données concrètes. Donc, pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit sur l'open data, les données de la recherche financées sur fonds publics sont des données publiques dont le principe est d'ouverture. Attention toutefois,
Il faut garder en tête qu'il peut y avoir des restrictions juridiques et éthiques et que la communication peut être interdite par principe. Donc, encore une fois, il est nécessaire de rester vigilant sur les données que l'on veut diffuser. Donc, cette fois-ci, je vais laisser la parole à François qui va vous parler des données de la recherche. Voilà, donc l'idée maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était l'open data, c'est de s'accorder sur une définition des données de la recherche. Donc ça, c'est pas évident. Il existe une multitude de définitions. Celle-ci vaut ce qu'elle vaut, celle de l'OCDE, qui nous dit que les données de la recherche, ce sont des enregistrements factuels qui sont utilisés comme source principale pour la recherche et qui sont admises par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de cette recherche. Donc, ces données, elles peuvent être diverses et variées. Elles ont différents supports. Elles peuvent avoir différents supports. Elles peuvent être de différents types. Vous avez là toute une typologie à titre d'exemple et de différentes natures. Donc ça va être lié notamment au cycle de vie de la donnée. Non, excuse-moi, si tu veux bien revenir juste avant, merci. Les données donc, commencent brutes. Ensuite, vous allez les traiter. Vous allez les analyser, donc une fois qu'elles sont analysées, ça va donner lieu à une publication. Ça, c'est différents stades. Les données elles vont être expérimentales ou elles vont être numériques. Vous allez pouvoir les produire vous-même, les collecter, etc. Donc, toute cette variété. Elles ont toutes pour autant le même cycle de vie, donc, qui est en 6 étapes. Donc là, on part de l'étape de création. Ensuite, vous allez être amené à traiter ces données et donc à les analyser. Comme je vous l'ai dit, ça va correspondre à la phase de publication d'un article. Les données que vous avez analysées, derrière, il va falloir aussi assurer leur préservation dans les cas où vous souhaitez les partager. Donc, il y a un principe qui est, en ce qui concerne la gestion des données, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout ouvrir, mais tout ce qu'on peut. Et donc, une fois que vous avez stocké, partagé vos données, vous allez permettre la réutilisation par vous-même ou par des tiers, et on repart sur un cycle de création. Donc, ces différentes étapes, elles seront abordées beaucoup plus en détail quand on vous proposera des webinaires sur le plan de gestion de données. Il y en aura un théorique sur pourquoi faire un plan de gestion de données qui explicitera un petit peu tout ça, et puis un pratique sur comment faire un plan de gestion de données qui sera sur l'outil DMP-OPIDOR. Donc, vous aurez plus de précision à ce moment-là sur toutes ces étapes-là. Et donc, ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut gérer les données? Tout simplement parce qu'à l'issue, après publication, 20 ans après publication, 80% des données sont perdues. Donc voilà, c'est un constat assez implacable. À l'heure actuelle, on gère mal nos données et donc ça a des conséquences fortes. Donc les causes, c'est essentiellement de la défaillance matérielle ou des erreurs humaines. Voilà, des problèmes de stockage, de mettre ça sur une clé USB, un disque dur qu'on perd, qui s'endommage, tout est perdu. Et donc, ces données sont perdues en premier lieu pour les auteurs eux-mêmes. Donc, vous n'avez plus accès aux données qui vous ont permis d'écrire vos propres articles dans la plupart des cas. Donc, ça, c'est quand même assez problématique si vous voulez revenir sur une thématique de recherche quelques années après. Et puis, c'est vrai également, du coup, pour toutes les équipes de recherche, pour les organismes, les institutions qui subventionnent, et globalement pour la recherche au niveau mondial. Donc, évidemment, le principe cumulatif dont on a parlé au début n'est plus du tout possible si on n'a pas les données de base et on est obligé de repartir à zéro. Et donc, ça, en termes de conséquences, c'est de la perte de temps et d'argent. Et encore une fois, c'est des fonds publics. On ne peut pas vérifier les résultats et puis on ne peut pas donc les réutiliser et aller plus loin que ce qui a été fait par vous ou par d'autres. Enfin, donc, les enjeux qui sont liés aux données de la recherche et donc à leur partage et leur ouverture. Donc, ça rejoint assez largement les enjeux que je vous ai présentés sur la science ouverte tout à l'heure. Mais il y a des enjeux assez spécifiques liés aux données, notamment économiques. La plus-value, les enjeux économiques en termes de science ouverte sont essentiellement sur les données, qui peuvent en générer beaucoup plus que les publications. Il y a véritablement là une mine économique à exploiter. Donc, on peut générer beaucoup de valeur grâce à ces données-là. C'est important de ce point de vue-là de les gérer. Il y a des enjeux scientifiques, donc ça, on en a parlé, l'idée pour la communauté de pouvoir
valider les résultats des expériences ou de la recherche qui ont été faites par d'autres, et éventuellement aller plus loin. Il y a des enjeux pour l'individu, pour l'auteur, en termes de gain de visibilité, et donc en termes de gain aussi de citation. Ça, c'est intéressant pour le chercheur, et c'est également le même processus pour les publications. Plus vous allez ouvrir vos publications ou vos jeux de données, plus ils vont être accessibles, plus ils vont être téléchargés et lus, et au final, plus ils seront cités. Donc ça, c'est véritablement la motivation principale qu'il faut retenir pour un individu si on veut s'investir un petit peu dans la science ouverte. Et puis les enjeux sociétaux, je ne reviens pas dessus, on les a vus tout à l'heure. Ok, donc on va pouvoir passer à la dernière partie pour les principes FAIR. Donc on va se concentrer rapidement sur la définition et après on va vraiment approfondir un petit peu et je vais vous détailler les préceptes qui régissent chaque principe. Donc il faut savoir que cette idée de principe FAIR, qui veut dire que les données doivent être faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, a commencé à émerger en 2016. Chaque principe se décline en un ensemble de caractéristiques que doivent présenter à la fois les données et les métadonnées pour faciliter leur découverte et leur réutilisation, à la fois par les hommes, mais aussi par les machines, en gardant toujours en tête la maxime principale que les données ne peuvent pas toujours être open, mais elles gagnent à minima à être FAIR. Donc, il faut vraiment le voir, pas forcément pour la communauté scientifique quand il va s'agir, par exemple, de données sensibles, mais ne serait-ce que pour vous ou pour votre laboratoire. Les principes FAIR, ça va vraiment être un moyen pour vous de pouvoir réutiliser plus facilement vos données, de les retrouver, de les exploiter beaucoup plus facilement. Donc, si on prend le premier principe, facile à trouver. Donc, vous voyez, communément, l'objectif, c'est de faciliter la découverte des données. Pour cela, il y a 4 préceptes qui vont le régir. Donc, en premier, les données doivent avoir un PID. Les données doivent être décrites par des métadonnées. Dans les métadonnées, il faut indiquer le PID justement des données et toutes ces données doivent être déposées dans un entrepôt de données. Donc là, je vous le signale maintenant, pour tout ce qui est entrepôt de données, il y aura également un webinaire spécifique et dédié qui nous permettra vraiment d'approfondir la question et de vous présenter à la fois les enjeux et les différents entrepôts qui existent, comment les trouver, etc., etc. Alors, donc du coup, si on prend la première maxime, les données ont un PID. Donc un PID, c'est un persistant identifier. Si on peut voir ça de manière très simple, en fait, il faut imaginer que c'est comme un code barre pour un jeu de données. Le plus connu, ça va être le DOI. Comme ça, vous pouvez notamment le retrouver quand vous publiez auprès d'éditeurs ou par exemple sur AL, vous allez avoir un DOI qui va être associé et ça va être vraiment un identifiant unique lié dans ce cas-là à votre publication ou bien à un jeu de données. Ce qui est pratique avec le PID, c'est que ça va permettre de créer un lien hypertexte unique et pérenne à un jeu de données spécifique. C'est-à-dire qu'avec cette suite de caractères, si jamais vous le mettez sur un moteur de recherche, vous allez pouvoir tomber à coup sûr et uniquement sur la publication qui va être reliée ou bien le jeu de données qui va être relié également à lui. Alors, seconde maxime, les données sont décrites avec des métadonnées. Donc, pour faire simple, une métadonnée, c'est un élément qui va servir à décrire une donnée. Ce sont toutes les informations que vous allez pouvoir apporter autour des données pour pouvoir les comprendre et les réutiliser. Par exemple, pour que ça soit peut-être plus simple à comprendre, si on prend un livre, les métadonnées qui vont être associées au livre, ça va être par exemple le nom de l'auteur, le nombre de pages, le résumé, l'éditeur, la date d'édition. C'est toutes ces données-là qui vont permettre de retrouver le livre et de le caractériser. Eh bien, c'est la même chose. Pour les données que vous allez produire, que vous allez regrouper ensuite en package de données, il va falloir ajouter des métadonnées, c'est-à-dire tout le contexte qui va être nécessaire pour la compréhension de ces données. Donc, généralement, il peut y avoir plusieurs niveaux au niveau des métadonnées que l'on peut ajouter. Le premier niveau, le plus simple, ça va être la rédaction d'un fichier README que vous allez compléter vous-même en apportant les informations que vous jugez nécessaires. Après, vous pouvez également utiliser un standard, parce qu'il existe des standards de rédaction des métadonnées. Donc, il faut savoir que ces standards sont souvent disciplinaires ou généralistes. Un exemple tout bête, Dumpling Core.
va être un standard généraliste qui est le plus utilisé dans le monde. Et donc, pour cela, vous allez avoir 15 questions en fait, qu'il va falloir renseigner au fur et à mesure. Et toutes ces 15 questions renseignées vont permettre d'ajouter des métadonnées. Et il faut savoir que généralement, ces métadonnées, vous allez les rédiger dans des formats ouverts, par exemple un format XML. Donc pour ça, il y a un outil très pratique qui a été créé par Dataseat qui permet, ça va vous ouvrir une page Internet sur laquelle vous avez les 15 questions avec des liens de texte pour lesquels vous allez pouvoir apporter les informations nécessaires. Et une fois que vous avez tout fini, il faut cliquer sur le bouton « Créer » et vous avez le fichier XML qui va apparaître et que vous allez pouvoir mettre avec vos données. Par exemple, dans le cadre d'un entrepôt, si vous déposez votre jeu de données, vous pouvez en même temps déposer le fichier de métadonnées associé. Et le niveau suprême, ça va être vraiment de rédiger à la fois des métadonnées dans ces standards et en plus d'avoir un fichier README pour enrichir toutes les informations autour de ces métadonnées. Mais bon, on pourra en reparler par la suite de manière un petit peu plus concrète selon votre discipline. Donc, comme je vous l'ai dit, les métadonnées, entre toutes les informations qu'il va falloir apporter, il faudra également qu'apparaisse le PID, donc, comme le DOI des jeux de données. Ça va être une information vraiment qu'il va falloir inscrire parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir relier de façon simple le jeu de données aux métadonnées. Et dernière recommandation pour rendre vos données faciles à trouver, les données doivent être déposées dans un entrepôt de données. Donc concrètement, vous pourriez tout à fait déposer vos jeux de données sur un site spécifique, mais il faut savoir que ça ne va pas forcément les rendre trouvables. Dans les entrepôts de données, il y a une indexation beaucoup plus fine et contrôlée qui va être très utile en matière de recherche scientifique et qui va permettre aux autres chercheurs de retrouver beaucoup plus facilement les jeux de données en question. Il faut savoir en plus que les entrepôts, ils vont également vous apporter des services spécifiques et très utiles comme l'attribution d'un PID. Vous allez pouvoir également indiquer sur cet entrepôt la licence de réutilisation des jeux de données. Et puis, ça va aussi vous offrir un moyen de stockage sécurisé et pérenne des données que vous allez déposer dessus. Donc, pour les entrepôts, je vous le redis encore une fois, mais on en parlera plus dans le webinaire dédié. Il existe des entrepôts thématiques, comme par exemple Nakala, qui est dédié au SHS, ou généralistes comme Zenodo, qui a été développé par OpenAir pour les projets de recherche européens. Et puis, bien sûr, nous avons aussi à voir Recherche DataGouv, qui a été développé par le ministère et qui sera accessible en mars 2022. Donc, ça vise vraiment à être un entrepôt structuré pour les publications et les jeux de données de la recherche française. Mais ça, on en reparlera par la suite. Donc, une fois que vous avez réfléchi à tous ces principes pour rendre vos données faciles à trouver, il faut maintenant les rendre accessibles. Pour cela, il y a 4 recommandations. Donc, les données sont accessibles à travers un protocole de communication. Ce protocole est libre et ouvert. Ce protocole permet un accès par authentification si besoin. Et les métadonnées restent accessibles même si les données ne le sont pas. On va voir ça un petit peu plus en détail pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, premier principe, les données sont accessibles à travers un protocole de communication standard. Donc, concrètement, un protocole de communication, c'est un ensemble de procédures que vont suivre les machines pour communiquer entre elles. Il en existe plusieurs. Par exemple, vous allez avoir le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est un standard qui est utilisé pour consulter des sites web. Pour savoir concrètement où le trouver, ce protocole, quand vous allez consulter un site sur Internet, au niveau de l'URL, au tout début, vous aurez HTTP ou HTTPS qui est sa version sécurisée. Pour tout ce qui est FTP, ça va être un standard qui est utilisé pour le partage des fichiers. Il existe également une version sécurisée qui s'appelle le FTPS. Donc, retenez bien que quand il y a des protocoles de communication comme ceci et qu'à la fin, vous avez un S, le S, ça veut dire sécurité. Donc, ça veut dire que tout ce qui était nécessaire pour sécuriser le standard et ce que vous allez pouvoir réaliser à partir du standard a été mis en place. Donc, voilà. Donc, gardez déjà en tête que les données doivent être accessibles à partir d'un protocole de communication standard. Donc, un exemple tout bête, sur un entrepôt que vous allez utiliser, vérifiez bien si vous avez HTTP au niveau de l'URL et notamment HTTPS. Ça sera une valeur ajoutée. Donc, ces protocoles ils doivent être libres et ouverts.
pour justement permettre tout ce qui est interopérabilité. Il faut savoir qu'il existe des protocoles libres et ouverts, comme les protocoles HTTP et FTP que je vous ai présentés, mais vous avez aussi les équivalents avec des protocoles propriétaires fermés, comme Skype, Microsoft et Exchange Server. Et en fait, ce qui va être compliqué avec les protocoles propriétaires fermés, c'est que déjà la documentation technique ne va pas être accessible publiquement et que ça va aussi bloquer un accès large aux données que vous allez déposer à travers eux. Donc, essayez de toujours garder en tête, comme pour les jeux de données que vous allez essayer de déposer avec des formats ouverts, les protocoles que vous devez utiliser doivent être également ouverts. Et enfin, les protocoles doivent permettre un accès par authentification si besoin, puisque le principe d'accessible n'est pas forcément synonyme de libre et ouvert à tous et pour tous. Comme je vous l'ai dit, certaines données ne peuvent pas être accessibles et pour des raisons légitimes, donc secret défense, données personnelles, etc., etc. Dans ce cas-là, il faut juste vérifier que le protocole de communication permet de restreindre l'accès aux données, que ce soit par authentification ou par autorisation. Un exemple tout simple, sur un entrepôt de données avec un protocole HTTPS, eh bien, vous pouvez avoir une demande d'authentification. Donc, ça veut dire que vos jeux de données ne vont être disponibles qu'aux personnes qui vont se connecter sur le site en question pour pouvoir ensuite les consulter. Donc, il y a aussi des niveaux d'accessibilité, soit ouverts à tous, soit restreints pour une certaine communauté. Alors, la dernière partie pour le principe accessible, c'est que les métadonnées doivent toujours rester accessibles même si les données ne le sont pas, puisqu'avec le temps, les données peuvent disparaître, que ce soit à cause des coûts pour les maintenir en ligne, il y a aussi des risques de dégradation, des restrictions d'accès, etc. Dans ce cas-là, il est toujours important de garder en tête que les métadonnées vont être très utiles car elles vont donner aux autres personnes de précieuses informations sur le jeu de données disparu et laisser ainsi la possibilité à d'autres chercheurs soit de reprendre les expériences, soit de les reproduire ou bien de poursuivre les recherches associées. Donc, de laisser les métadonnées accessibles, ça va permettre de continuer à faire vivre les jeux de données qui ne le sont plus forcément. C'est aussi pour ça qu'il va être intéressant de déposer les métadonnées que vous allez créer en plus de vos données ou uniquement les métadonnées pour rendre quand même votre jeu de données accessible, même s'il est restreint au niveau de l'accès. Mais ça, on pourra aussi en reparler par la suite si vous le souhaitez. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au principe interopérable. Maintenant que nous avons des données et des métadonnées qui sont accessibles et faciles à trouver. Donc, pour permettre l'exploitation des données, quel que soit l'environnement informatique utilisé. Pour cela, il y a 3 préceptes. Le premier, les données sont décrites avec un vocabulaire contrôlé. Ce vocabulaire doit respecter les principes FAIR. Et enfin, les métadonnées doivent être reliées à d'autres données pour justement créer le lien entre les données et d'autres jeux de données par la suite. Alors, donc, premier précepte, les données sont décrites avec un vocabulaire contrôlé pour qu'elles restent automatiquement accessibles et compréhensibles. Ce vocabulaire contrôlé, ça va être une liste de termes prédéfinis qui vont permettre d'organiser les informations afin de faciliter à la fois la recherche et l'accès. Généralement, ce vocabulaire contrôlé, qu'on peut aussi appeler thésaurus, peut-être que le terme vous parlera plus, il va avoir une structure bien définie. Il va permettre de hiérarchiser le contenu. Et d'avoir vraiment un vocabulaire spécifique, ça va vous permettre également de pouvoir décrire de manière plus formelle les données et donc de les rendre plus visibles, tout en permettant également aux machines d'avoir un langage commun et de pouvoir se comprendre et communiquer entre elles. Donc, par exemple, un exemple tout bête de vocabulaire contrôlé, c'est d'avoir une appellation commune pour désigner un chat, chat, et éviter, par exemple, les appellations de félin, matou, etc. Tout sera regroupé derrière la seule terminologie chat. Donc, en fait, retenez bien que les vocabulaires contrôlés ou thésaurus vont être utiles pour vous permettre de décrire de manière formelle des données. Ensuite, donc, ce vocabulaire utilisé doit respecter les principes FAIR. C'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on sait qu'un vocabulaire contrôlé ou un thésaurus respecte les principes FAIR? Déjà,
on peut le retrouver grâce à un PID. Et il doit être documenté, c'est-à-dire décrit par des métadonnées, et donc lisible par des machines. Donc là, sur le support que l'on va vous transmettre, vous aurez également un exemple tout simple du vocabulaire endo pour Animal Disease Ontology, qui respecte les principes FAIR pour plusieurs cas de figure, parce que déjà, il est accessible sur un entrepôt, il a son propre DOI, il a un format interopérable en XML, et il est décrit par des métadonnées. Mais pour tout ce qui est vocabulaire contrôlé et thésaurus, je pense qu'il y aura également un webinaire dédié parce que c'est vraiment une question assez large. Au niveau des thésaurus, il existe soit des thésaurus généralistes, soit vraiment des thésaurus disciplinaires. Il faut trouver celui qui va le plus correspondre à vos pratiques et à votre discipline. En tout cas, au niveau du lien pour le vocabulaire contrôlé, je vous ai donné un répertoire assez succinct de vocabulaire contrôlé. Donc, c'est l'auteur et c'est un petit peu pour les thésaurus français qui existent dans le monde de la recherche scientifique. Mais toujours pareil, si jamais vous avez des questions sur le sujet, parce que là, c'est juste une simple présentation générale, on pourra y revenir par la suite. Et enfin, pour rendre vos données interopérables, il faut garder en tête que les métadonnées doivent être reliées à d'autres données. Donc concrètement, il est recommandé d'utiliser les métadonnées pour constituer un réseau global d'informations scientifiques en créant des liens significatifs entre les données. Ce qui facilite justement tous ces liens significatifs, c'est de déposer ces données et ces métadonnées dans un entrepôt. Puisqu'il faut savoir que les entrepôts sont construits avec une technologie spécifique qui s'appelle RDF et qui va permettre aux machines de lire automatiquement les liens qui existent entre les données pour optimiser les recherches d'informations pour les utilisateurs. Donc, par exemple, on a Natcala. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un entrepôt qui est dédié au SHS et qui utilise ce principe RDF. Donc, en fait, pour tous les jeux de données qui vont être déposés sur Natcala, ça va les rendre interopérables. Et ça va établir une interconnexion avec d'autres entrepôts et également un moissonnage par des services de recherche. C'est-à-dire que tous les jeux de données que vous allez déposer sur Natcala vont pouvoir être identifiés, récupérés par des moteurs de recherche pour les entrepôts. Et encore une fois, ça va donner de la visibilité à vos recherches. Et maintenant que nous avons rendu les données faciles à trouver, accessibles, interopérables, il va falloir les rendre réutilisables. Donc pour cela, il y a 4 principes. Tout d'abord, les métadonnées doivent avoir une pluralité d'attributs. Il faut attribuer une licence de réutilisation aux données. Il faut également indiquer la provenance de ces données et partager les données selon les standards de votre communauté scientifique. Donc, premier principe, les métadonnées ont une pluralité d'attributs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir dans l'optique que toutes les informations que vous allez pouvoir ajouter vont être utiles. Essayez de garder en tête quand vous allez rédiger des métadonnées. On va prendre un exemple tout simple d'un doctorant qui va vous rejoindre sur votre projet de recherche. Et en fait, il doit pouvoir utiliser les données que vous avez produites ou que vous utilisez sans votre aide et sans votre expérience. Donc, en fait, il faut lui fournir toute la documentation nécessaire pour les comprendre. Donc, les métadonnées. Et c'est exactement ce même principe qui doit être appliqué quand vous allez rédiger les métadonnées. Gardez en tête qu'il vaut mieux avoir trop d'informations que pas assez. Au plus vous allez en avoir, au plus toutes ces informations contextuelles vont permettre leur réutilisation et leur découverte par d'autres chercheurs. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez tout à fait utiliser les standards comme le Dumpling Core pour cela. Et des fois, il existe aussi des champs de saisie libre quand vous allez rédiger des métadonnées, comme un champ de description dans lequel vous allez pouvoir enrichir ces métadonnées. Ou bien, en version optimale des métadonnées, vous pouvez aussi ajouter un fichier README pour apporter des informations manquantes qui n'apparaissent pas pour vous dans les champs demandés. Ensuite, vous devez apposer une licence de réutilisation qui va vous expliciter clairement les droits de réutilisation concernant vos données. Donc, elles peuvent par exemple être protégées par le droit d'auteur ou faire l'objet d'exceptions à leur libre accès. Pour toutes les licences qui vont toucher les données, il en existe 3 catégories. Donc, vous avez tout d'abord les licences Creative Commons.
qui sont connus et qui fonctionnent très bien, notamment pour les publications. Vous avez l'open licence qu'on appelle également Etalab, qui a été développé par le ministère. Et enfin, vous avez l'open database licence qui va concerner cette fois les bases de données. Donc, il faut savoir que la politique du gouvernement français, c'est d'inciter un petit peu les chercheurs à utiliser l'open licence Etalab pour leurs données. Mais ça, c'est pareil. Pour toutes les questions de licence, il va vraiment falloir avoir un webinaire spécifique qui sera disponible en juillet normalement. Donc, on pourra vraiment en reparler et faire le tour des licences à la fois pour les données et pour les publications. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de tout cela. Enfin, la description des données doit indiquer leur provenance. En fait, le fait d'indiquer la provenance, ça va permettre d'ajouter de la crédibilité et de la fiabilité aux jeux de données. Ainsi, quand on va savoir la provenance de tous les jeux de données, il sera plus facile d'accorder de la confiance à des résultats issus du jeu de données B, par exemple, que du jeu de données A. Donc, pour indiquer toutes les informations de provenance, il va bien entendu falloir donner des détails sur les auteurs, préciser également si les données s'appuient sur des données déjà publiées, indiquer également comment est-ce qu'elles ont été générées, quels outils ont été utilisés, avec quel paramétrage, etc., etc. Donc ça encore, ce sont des informations qui vont être mentionnées directement au niveau des métadonnées. Ce qui va être intéressant, notamment si jamais vous avez réutilisé des données ou si vous avez acheté des données, c'est d'avoir un fichier README, encore une fois le fameux fichier README, qui va préciser les procédures d'acquisition des données, puisqu'il y a peut-être des procédures spécifiques avec ces données-là. Donc, toujours garder en tête de vraiment enrichir vos métadonnées sur plusieurs niveaux. Et enfin, le dernier principe à garder en tête pour rendre vos données réutilisables, c'est de partager vos données suivant les standards de votre communauté scientifique et de votre communauté disciplinaire. Puisque généralement, les premiers réutilisateurs potentiels de vos données vont être vos confrères. Donc, il est probable qu'ils utilisent eux-mêmes certains formats de fichiers spécifiques qui vont suivre des schémas, des protocoles ou des vocabulaires communs. Et donc, dans ce cas-là, pour les rendre réutilisables, il est fortement recommandé de suivre tous ces standards-là. Si jamais pour votre discipline, il n'existe pas de standard commun, alors ça sera à vous de faire certains choix pour faciliter la réutilisation de vos données par votre communauté. Et cela va passer par exemple par l'utilisation de formats ouverts ou par l'utilisation d'un thésaurus, donc un vocabulaire contrôlé généraliste. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont on pourra en discuter par la suite. Donc maintenant que nous avons vu assez rapidement tous les principes qui régissent les principes FAIR, je vais aussi vous donner un outil qui est très très pratique. Donc c'est FAIRware, c'est un outil en ligne qui va vous aider concrètement à évaluer à la fois votre connaissance des pratiques FAIR dans l'optique de rendre vos jeux de données FAIR avant de les déposer dans un entrepôt de données. Donc pour cela, vous allez devoir répondre à 10 questions auxquelles il va falloir vraiment que vous répondiez en ayant en tête un jeu de données précis. Et ce sont ces 10 questions qui ont été formulées avec soin et qui sont enrichies d'informations pratiques et de conseils supplémentaires qui vont vraiment pouvoir vous aider à rendre vos jeux de données FAIR avant le dépôt dans un entrepôt. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil pratique qui va pouvoir vous aider une fois que l'on a vu toute cette partie un petit peu théorique. Mais pareil, nous pouvons également vous accompagner pour vous aider à rendre vos jeux de données FAIR. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur cette question. Donc, nous avons fini les 40 minutes un petit peu d'explication. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vous signale juste avant les prochains webinaires. Donc, le prochain, ça sera le 8 mars sur déposer sa production scientifique dans HAL. Ensuite, nous aurons également en mars pourquoi rédiger un plan de gestion de données. Et en avril, créer son idéal et son CV dans HAL en lien avec ORCID. Sur le support que nous allons vous transmettre, vous avez également les différentes ressources pour nous contacter. Donc, que ce soit pour la partie publication, pour la partie données de la recherche ou pour toute autre question. Et puis, vous avez également une webographie récapitulative à la fin. Donc là, je vais arrêter le partage. Je vais également arrêter